Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier intitulé La participation citoyenne au cœur du renouvellement urbain. Nous sommes réunis autour de cette table virtuelle avec 9 intervenants pour parler de 4 expériences de conseil citoyen. Chaque expérience sera racontée par un habitant, membre du conseil citoyen, d'un conseil citoyen, et un expert. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, ceux qui ne parlent pas? Merci. Et un expert intervenant au sein de l'école de renouvellement urbain est présent à leur côté. Alors, nous saluons Aël Boeuf, Marie-Odile Leprince, membre du conseil citoyen, accompagnée par l'expert Paul Garcia, à Annemasse Françoise Surette, membre du conseil citoyen et accompagnée de l'expert Paul Garcia, à Saint-Benoît de la Réunion, Michel Richeville, membre du conseil citoyen, excusez-moi, Michael Richeville, membre du conseil citoyen et accompagné de l'expert Francis Ratier. Et à Angoulême, les habitants membres du conseil citoyen Jean-Claude Carrère et Francis Filbert, accompagnés de l'expert Jean Bouvier. Alors cet atelier a été conçu et organisé par Chantal Tallant, directrice de l'école du renouvellement urbain. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Chaque témoignage sera suivi de quelques minutes d'échange et on gardera de nouveau 5 minutes à la fin pour des échanges transversaux sur cet enjeu de la participation citoyenne. Alors nous vous invitons vivement à prendre la parole par des remarques, des questions et à travers le fil de discussion qui est visible de tous. Et la modératrice m'en fera remonter certaines. Merci à Wadifa El Alouchi. Et pour commencer, et en guise de première prise de parole, nous vous invitons à répondre à ce petit sondage. Pensez-vous que la participation des habitants est mieux prise en compte dans le nouveau programme de renouvellement urbain? Oui ou non? Vous aurez quelques minutes pour pouvoir répondre en ligne à cette question et les résultats vous seront communiqués en fin d'atelier et commentés par Chantal Tallant. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Comme ouverture à cet atelier, je voulais vous faire partager mon plaisir d'être là et d'entendre les conseillères citoyennes, conseillers citoyens nous présenter leurs projets. Permettre aux conseillers citoyens de venir exposer leur travail est un point majeur. Il est coutume plus souvent de parler à leur place. Ici, dans cet atelier, avec mes collègues, nous avons voulu que les choses soient inversées. Et cette inversion n'est pas formelle. Reconnaître par la participation la valeur d'usage des habitants, c'est reconnaître également qu'ils sont en mesure d'apporter très concrètement des propositions, des modifications sur le projet. C'est reconnaître également qu'un projet de renouvellement urbain, je dirais plus largement que tout projet urbain, est un projet habité, un projet vivant, qui plus que les habitants incarne cette notion d'habiter. À l'école, depuis 2011, nous avons pu mettre en pratique ce principe dans nos formations. Soutenus par nos administrateurs, l'ANRU, l'USH, la NCT et la CDC, nous avons construit ces formations qui, comme pour les professionnels, reconnaissent les savoirs et savoir-faire. Je me rappelle la phrase de François Greter, qui disait qu'il ne peut y avoir de bons projets sans un trépied fort qui le porte. La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'usage. Tous ces différents partenaires ont leur propre langage. La force du projet, et notamment la force d'un projet de renouvellement urbain, c'est de construire les mots communs. La formation est un outil, un pont dans la transmission de ces langages et aussi un lieu de reconnaissance de la place de chacun dans le projet. Tout au long des présentations qui vont vous être faites, vous pourrez prendre connaissance de la diversité des modes de participation. Comme pour chacun des projets, comme pour tous les territoires, elle est singulière. Il n'y a pas un modèle de la participation. Elle est le fruit d'un processus, le fruit de la conviction de sa valeur ajoutée au projet et aussi de la marque du respect que nous devons témoigner aux habitants des quartiers. Je vous laisse maintenant prendre connaissance de ces témoignages et je remercie chaleureusement les conseils citoyens qui sont présents à l'atelier en tant qu'intervenants, mais aussi présents virtuellement pour nous avoir fait confiance et être venus à l'école pour se former. Merci. On laisse du coup la parole à Marie-Odile Leprince pour commencer et je réitère ma petite demande de demander aux différents intervenants de couper leur micro quand ils ne parlent pas parce qu'on entend très vite les bruits parasites. Marie-Odile Leprince. Bonjour.
Marie-Odile Leprince, je fais partie du Conseil citoyen d'Elbeuf en Seine-Maritime. Et donc, je vais témoigner autour d'une participation du Conseil citoyen à une démarche de concertation urbaine dans le cadre du NPNRU. Donc le Conseil citoyen en fait a participé à cette démarche qui était initiée par la métropole Rouen-Normandie puisque le projet NPNRU d'Elbeuf fait partie des projets de la métropole Rouen-Normandie. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, pour vous présenter donc le contexte de cette action de participation citoyenne. Donc, le quartier en quelques mots, en fait, cette action s'est passée dans le quartier République. Le quartier République, c'est un quartier qui est en renouvellement urbain depuis 2019, mais dont les travaux commencent, la partie visible va commencer seulement maintenant. C'est un secteur qui fait partie du quartier politique de la ville. C'est une petite partie du quartier politique de la ville. Et pour vous présenter le Conseil citoyen en quelques mots, donc le Conseil citoyen existe depuis juin 2015 avec un fonctionnement autonome depuis 2017. Nous avons une subvention de la mairie chaque année qui nous permet de fonctionner de façon autonome. Par contre, le Conseil citoyen n'a pas choisi pour l'instant de se mettre en association. Et il dispose d'une charte précisant ses modalités de fonctionnement. Au niveau du Conseil citoyen, il y a un collège d'acteurs et un collège d'habitants. Et moi-même, je fais partie du collège des acteurs locaux. Alors, ce qui a conduit le Conseil citoyen à s'impliquer sur le sujet de l'aménagement sécurisé des 3 rues, c'était au départ une implication progressive du Conseil citoyen. Donc, le Conseil citoyen s'est intéressé à ce qui se passait au niveau du projet en rue. Nous avons sollicité la municipalité et les techniciens pour avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir mieux connaître le projet. Et peu à peu, le Conseil citoyen s'est retrouvé invité à participer aux réunions avec les élus et les techniciens. Donc maintenant, nous sommes associés à toutes les réunions qui se passent avec les élus et les techniciens, aussi bien de la ville que de la métropole. Et puis en parallèle, le Conseil citoyen a mené différentes actions en direction des habitants des quartiers, notamment des porteurs de parole, qui est un outil qui permet d'interpeller les personnes dans l'espace public pour recueillir leurs avis. Et puis, on s'est associé aussi au médiateur participation des habitants par rapport à une consultation des habitants. Et donc, tout ça, ça a permis effectivement au Conseil citoyen peu à peu d'être identifié dans son rôle d'interface entre les habitants et la ville. La diapositive d'après. Donc, concrètement, ce qui a été mis en œuvre, avec qui et pour quels résultats. Donc, le diagnostic, en fait, cette action, elle a porté sur l'aménagement de 3 rues, qui sont trois rues qui vont être réaménagées au niveau urbain. Donc, il y a eu dans un premier temps un diagnostic sur le terrain, une balade urbaine qui avait été organisée par le cabinet EREA, auquel un membre du Conseil citoyen avait participé, donc avec pour objectif d'identifier le fonctionnement du stationnement, la circulation, la vitesse des véhicules, la place des poubelles dans l'espace public. Et donc, ce diagnostic auquel avaient participé à peu près 8 habitants avait été restitué en mairie lors d'une réunion du cercle général. Ensuite, sur la diapositive d'après, s'il vous plaît, nous avons eu donc le cabinet EREA qui a fait une consultation par questionnaire et qui a sollicité les habitants de ces 3 rues pour leur présenter les scénarios d'aménagement, mais il y a eu très peu de répondants. Il y a eu ensuite une nouvelle consultation qui a été souhaitée par la métropole, donc avec le cabinet Voie publique, l'agence Voie publique. Et là, nous avons été associés, nous avons participé à cette consultation. Et en amont, nous avons aussi pu faire un certain nombre de propositions, par exemple le fait de mobiliser des relais, d'aller voir
un des commerçants qui était sur ce secteur-là, de façon à ce qu'on puisse en amont le sensibiliser à cette consultation. Nous-mêmes, nous étions 3 membres du Conseil citoyen présents pour pouvoir ce jour-là aussi faciliter la participation des habitants à cette consultation. Donc la diapo suivante. Donc ensuite, il y a eu 3 demi-journées de concertation dans l'espace public, en pied d'immeuble, en pied de lycée, directement dans la rue et sur une place. Et donc là, vraiment, les membres du Conseil citoyen, avec le cabinet Voix publique, a pu vraiment concrètement participer à cette consultation. Le cabinet nous a sollicité pour faire des binômes avec eux, pour animer le questionnement. On a pu aller vers les habitants, aller les chercher, faire des échanges au bord de la fenêtre pour ceux qui ne voulaient pas descendre, et vraiment pouvoir associer un maximum d'habitants. Et donc, sur un plan, ils pouvaient aussi proposer des aménagements urbains à partir de modèles qui leur étaient proposés, et puis réagir aussi à des constats qui avaient été faits. Au total, une 60aine d'habitants qui ont participé à la concertation. Alors, ce qu'on retient, nous, au niveau du Conseil citoyen d'Elbeuf sur cette expérience, les facteurs de réussite, donc, c'est particulièrement nous avons bénéficié dès le début du Conseil citoyen du soutien du délégué du préfet. Ça a été vraiment un levier très, très important. Il a permis qu'on soit invité sur les assistances du projet. Il nous a aidé à conforter notre fonctionnement autonome. Peu à peu aussi, on a fait nos preuves. C'est-à-dire qu'on a, en tant que conseil citoyen, on a montré aussi qu'on était en capacité d'aller à la rencontre des habitants, qu'on pouvait, avec les porteurs de parole, justement être facilitateur par rapport à cette parole et permettre qu'elle puisse remonter vers les élus de la ville. Et puis après, c'est vraiment quelque chose qui se construit dans le temps. Ça permet aussi de pouvoir rencontrer des habitants, de leur proposer de pouvoir nous rejoindre dans le Conseil citoyen, et puis d'être associés peu à peu sur des nouveaux projets. Par exemple, le 3 juillet, on va participer de nouveau à un diagnostic, à une consultation par rapport aux habitants sur un projet d'urbanisme transitoire. Vous avez fini? Merci beaucoup, Marie-Odile. Est-ce que des questions sont remontées du fil de discussion? Apparemment pas. Est-ce que il y a des précisions qui souhaitent être apportées par Monsieur Garcia ou Madame Talon? Une question, Marie-Odile, que je vous pose. Vous avez écrit le fait d'avoir eu un positionnement très présent, très constructif. Ça a été vraiment un élément aussi qui a contribué à ce que la coopération grandisse. Vous pouvez en dire quelques mots, peut-être? En fait, je pense qu'au départ, les municipalités, quand les conseils citoyens ont été mis en place, effectivement, elles en ont un peu hérité. Et peu à peu, en fait, c'est vraiment dans le temps qu'on peut construire cette relation avec les élus et les techniciens, leur montrer que on n'est pas sur un rôle obligatoirement revendicatif, contestataire, mais que on peut apporter notre avis, notre regard en tant qu'habitant. Comme le disait Madame Talon tout à l'heure, notre expertise d'usage, puisque par exemple pour Elbeuf, le quartier NPNRU, il est situé dans le centre-ville. Donc ce quartier, en fait, tout le monde en a quelque part aussi une expertise d'usage, et notamment ceux qui l'utilisent. Alors, j'ai l'impression que Francis Filbert voulait poser une question, ou Monsieur Carrère, je ne sais pas. Les deux. Ensemble. Oui. Vas-y, Jean-Claude. On veut savoir si vos propositions avaient vraiment été prises en compte dans le cadre de la concertation.
Alors, les propositions des habitants ont été pour une part prises en compte. Après, effectivement, hein, ce sont les élus et les techniciens d'abord et qui soumettent le bureau d'études et ensuite les élus qui tranchent. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, il y avait à un moment donné sur une des rues, il y a un projet de résidentialisation d'une partie des immeubles. La consultation a fait remonter le fait que effectivement cette résidentialisation allait en fait quelque part couper un petit peu aussi les autres habitants de la rue de cet espace de cet espace-là, de cet immeuble-là. Et c'est un immeuble où il y a aussi une partie espace vert. Donc, du coup, le cabinet en a tenu compte et va proposer aussi des bancs dans la rue et puis des parties d'aménagement d'espace vert de façon à ce que, quelque part, le dialogue et les discussions puissent continuer entre tous les habitants de la rue. Merci beaucoup pour l'intérêt de cette présentation et sa clarté. Avant de passer au témoignage de Françoise Surette à Annemasse, je vais redemander à ceux qui n'interviennent pas de couper leur micro parce qu'il y a des effets de bruit parasite et d'écho qui ne sont pas très agréables. Françoise Surette, vous avez la parole pour nous parler de... Merci, bonjour à tous. Voilà. Conseil citoyen d'Annemasse, Haute-Savoie. Donc, je vais vous parler d'une opération que nous avons conduite avec les bailleurs. Et pour nous, c'était la première fois que nous collaborions aussi efficacement avec les bailleurs. La suivante. Le quartier Perrier-Livron-Château-Rouge regroupe environ 7000 habitants. C'est un QPV, 69% de logements sociaux, une centaine de nationalités, un quartier en 3 îlots, un qui est terminé, le Livron, avec le premier PRU, le Perrier qui est en cours et Château-Rouge qui sera en démolition et en reconstruction d'un écoquartier. Le Conseil citoyen a été créé en 2014. De nombreuses personnes sont inscrites, mais 25 membres actifs environ et une vingtaine d'habitants sont vraiment actifs. Nous avons été sollicités par les bailleurs et la ville pour les aider à élaborer un questionnaire dans 2 îlots du quartier. Et c'est ce que nous avons fait en priorité avec les bailleurs. Ce questionnaire était destiné à recueillir la parole des habitants pour ensuite faire remonter auprès des bailleurs et donc aussi auprès de la ville pour les espaces publics ce que les habitants ont le plus besoin sur tout ce qui concernait les locaux communs et donc les locaux publics en ce qui concerne la ville. Nous sommes associés systématiquement par la ville et aussi par l'agglo sur toutes les opérations, toutes les rencontres. Nous sommes également à tous les COPIL et l'écothèque et toutes les réunions publiques, nous sommes invités. Nous travaillons vraiment en collaboration avec tous les partenaires. Nous avions déjà, comme la personne d'avant, travaillé sur des rues, effectivement aussi, un peu sur le même modèle, sur 3 rues, et aussi sur l'aménagement d'une grande avenue départementale. Ça a été beaucoup plus compliqué, mais voilà, nous avons participé aussi à cette amélioration des rues. Ce qui a été mis en œuvre, la suite, voilà. On a donc établi ce questionnaire, il a fait des allers-retours entre les bailleurs et nous pour bien cibler nos compétences, sur quelle partie de ces immeubles nous étions compétents. 2 îlots choisis. Nous avons installé à tour de rôle dans ces îlots une tente au cœur du quartier et nous y sommes présentés 2 mercredis après-midi
avec un goûter également pour que les parents viennent avec leurs enfants. La politique de la ville nous avait édité des affiches que nous avions mis dans tout le quartier, dans tous les immeubles. Les questionnaires ont été remplis avec les personnes, c'est-à-dire qu'il y avait des choix multiples, il y avait des questions oui, non, et donc il fallait peut-être leur expliquer. Tout le monde n'a pas la maîtrise de la langue ou de l'écriture. Et on a donc travaillé avec eux sans les influencer, bien entendu. Et puis, les questionnaires avaient été également distribués dans les boîtes aux lettres pour ceux qui ne pouvaient pas venir à la rencontre et qui étaient à retourner dans les bureaux de la politique de la ville. Voilà. Prochain. Alors, bien sûr, 420 familles, 46 familles sont venues répondre. C'était la première fois qu'on les sollicitait aussi directement. Donc, il ne faut pas minimiser quand même ce résultat. Ce qu'il en est découlé, c'est que certains appartements en rez-de-chaussée sont très peu agréables, sont très peu ensoleillés, il n'y a pas d'intimité et avec les habitants, on a pensé les transformer en locaux pour les poussettes, les poubelles, les vélos. Au début, quand on a présenté ça auprès des bailleurs, il y a eu une certaine réticence car ici, la population augmente de 2% chaque année. Il y a une attractivité, bon, vous comprenez pourquoi, parce qu'il y a la Suisse à côté. Et la demande de logement est très forte. Difficile de fermer des appartements au regard de cette pression immobilière. Et puis, il y a eu d'autres échanges, d'autres rencontres. Et finalement, les bailleurs ont validé le projet. Ils l'ont même complété en proposant des aménagements de toilettes dans ces logements transformés pour améliorer les conditions de vie des agents de propreté. Et aujourd'hui, c'est vraiment noté dans le projet final, c'est vraiment noté la transformation de plusieurs appartements en locaux, poubelles, vélos et poussettes. Voilà. Il fallait qu'on arrive à montrer aussi bien à la ville d'ailleurs qu'aux bailleurs que nous n'étions pas là pour critiquer ou être négatifs. Il fallait vraiment qu'une confiance s'instaure. Et là, elle s'est vraiment instaurée. Enfin, nous le pensons. Elle s'est construite progressivement et surtout à partir de ce travail auprès des habitants. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes associés à toutes les réunions par les bailleurs et nous sommes même en appui à l'organisation de leurs actions. Par exemple, nous participons à tous les diagnostics en marchant avec eux et avec les agents de la ville. Lorsque j'ai fait la formation, c'est en revenant de cette formation que j'ai compris qu'on pouvait vraiment demander à participer et ça a été immédiatement pris en compte. Voilà. Et donc là, je remercie beaucoup Jean Bouvier parce que c'est lui qui était notre prof préféré, si on peut dire, et c'est lui qui nous a donné cette impulsion de participer à tout. Et on a une chance. La commune nous a, dès le début, fait confiance et il a été un vrai partenariat. Toujours des réponses claires. Bon, quelquefois c'est non parce que ça peut ne pas rentrer totalement dans le budget de l'année où il y a quelque chose qui… Voilà. Mais on a toujours une réponse très claire. Par rapport aux bailleurs, ils n'ont pas vraiment eu le choix, ils ont dû travailler avec nous, mais au fur et à mesure, c'est devenu très cordial. Voilà. Nous sommes là pour faire remonter les paroles des habitants, nous sommes là pour améliorer leur environnement et on n'est pas du tout là pour donner des leçons. Voilà. Quand il y a des réponses négatives à nos demandes, ce qui est très rare d'ailleurs, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de, c'est vraiment très fluide. Voilà. On fait partie de l'ensemble, on a noté là-dessus, et nous sommes tout à fait intégrés à toutes les opérations. Maintenant, il faut amener les habitants à participer. Ça, c'est peut-être le plus dur, le plus difficile. Et je pense que la période de la crise sanitaire n'a rien arrangé. Il va falloir repartir à remobiliser les personnes.
c'est une nouvelle mentalité intégrée par tout le monde, nous-mêmes et les habitants, qui n'ont pas été toujours sollicités, même très peu. Travailler avec les bailleurs, ça donne une crédibilité vis-à-vis des habitants, car c'est vraiment leur quotidien, l'habitat, le logement, la sécurité, la visibilité de leur environnement. Pour eux, c'est le plus important. Et si on demande l'avis des habitants, le projet, quand il sera finalisé, ils verront ce qu'ils ont souhaité réellement construit. Et du coup, c'est plus facile pour eux de s'approprier le projet, d'y adhérer, de ne pas dégrader, d'en prendre soin. Je pense qu'avec cette méthode de co-construction, on arrivera vraiment à améliorer les choses et à permettre que le projet soit accepté dans toutes ses dimensions. Alors, une petite réflexion, peindre les murs ne suffit pas, il faut tout le contexte autour. Et ce qui en est ressorti aussi de ce questionnaire, c'est que les gens veulent des lieux pour se rencontrer. On pouvait penser que les communautés sont un peu renfermées sur elles-mêmes, mais ça n'est pas du tout le cas. Les gens veulent vraiment sortir et vivre une vraie mixité sociale et culturelle. Merci beaucoup. Françoise, vous avez fini? Merci, oui. Plusieurs questions. Merci beaucoup, hein, c'était très clair. Et je vois plusieurs pouces et bravo qui se lèvent. Une question, pensez-vous que cette expérience permettra de poursuivre les actions de co-construction avec les bailleurs en dehors du NPNRU? Alors, c'est peut-être une question pour François Surette ou pour Paul Garcia, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'on est en plein dans le NPNRU, on n'est pas à l'extérieur, donc je ne sais pas. Peut-être Paul peut répondre, oui. Alors, ce qu'on peut dire simplement, c'est que on voit souvent que pour arriver à durer dans les coopérations, ça ne se fait pas en théorie et il faut des passages par la pratique. Et là, l'expérience permet de mesurer la valeur ajoutée de chacun. Ce que disait tout à l'heure Chantal Talent, l'expertise de chacun, il faut la pratiquer pour pouvoir y croire. Voilà, donc on est un peu à l'envers. Il ne s'agit pas de croire pour pratiquer, mais de pratiquer pour croire que c'est vraiment utile de coopérer. Voilà, donc on peut espérer que ces coopérations initiées dans le cadre des PRU vont permettre de faire grandir les pratiques et le fait de croire que c'est un vrai plus. Et j'ai envie de relier aussi une autre question qui était finalement, les conseils citoyens sont perçus par les habitants de quelle façon? Plutôt comme des médiateurs neutres entre les habitants et la collectivité ou plutôt comme leur porte-parole pour défendre leurs avis? Alors, au départ, on a eu beaucoup de réflexions, genre, vous êtes les envoyés de la mairie. Il a fallu prouver qu'on était indépendant et qu'on n'était pas sous les ordres. Il a fallu le démontrer quand même. Maintenant, je pense que par les actions qui sont visibles, je pense que les habitants commencent à se rendre compte qu'on est le chaînon manquant entre les autorités et eux, entre les élus et eux, entre les techniciens. Et je pense que bon, c'est à nous aussi de prouver que leur parole est bien transmise dans le sens qu'ils ont voulu donner à leur parole. Et c'est ce qui va se passer dans le troisième îlot, qui est donc Château-Rouge. Là, on démolit et on reconstruit un écoquartier. Le projet a été modifié par rapport aux paroles des habitants, aux souhaits des habitants. Merci beaucoup. Je vois d'autres questions qui émergent, mais il faut tenir le timing et du coup, je propose de les garder plutôt pour la fin et d'aller en direction de Saint-Benoît à La Réunion avec le témoignage de Mickaël, pardon encore pour tout à l'heure, Mickaël Richeville, membre du Conseil citoyen. Bonjour. La parole est à vous. Ouais. Alors, ici, donc, vous situez donc,
la ville de Saint-Benoît, donc sur la carte de la Réunion. Nous sommes au sud-est, enfin, au sud-est du centre-ville de Saint-Benoît, les quartiers concernés. Nous sommes également proches d'un quartier qui, il n'y a pas très longtemps, a bénéficié d'un même programme. Ce qui fait, au niveau donc, de la municipalité, des bailleurs ou des habitants, des associations surtout, il y a une certaine expérience. Nous échangeons donc occasionnellement avec les associations donc, du quartier de Bras-Fusil, quartier voisin. Le quartier actuellement concerné, donc Beaufort, la Bourdonnais et un groupe de logements. Je vais surtout parler en fait de Beaufort et de la Bourdonnais. Il y a à peu près donc 7000 et des poussières habitants donc sur le quartier, les deux quartiers, donc environ un tiers de la population de Saint-Benoît. Et puis surtout, une petite information en complémentaire, historiquement, ce quartier était un pôle économique au niveau donc, de toute la zone est de l'île. Par l'implantation d'une usine sucrière qui a formé quelques années. Donc aujourd'hui, nous connaissons, depuis quelques années déjà, une condition difficile pour les habitants, des conditions économiques, sociales, entre autres. Donc, suite à la programmation et la signature de la convention, les événements, en fait, ont lourdement ralenti, en fait, l'avancée des opérations. Et ensuite, s'est ajouté à cela le confinement et de nouvelles élections également. Pendant tout ce laps de temps, nous risquons, en fait, de perdre l'intérêt ou simplement le contact avec les habitants. Donc, c'est là où, pour faire participer activement pendant cette période transitoire, nous avons décidé, en fait, de nous organiser et d'être plus présents. Nous pouvons, en fait, déjà affirmer, enfin, dire que nous avons été très, très bien soutenus par le délégué du préfet, qui répondait systématiquement à nos questionnements, à nos attentes ou simplement aux demandes de rencontres. La période faisant que enfin, tout cela était rendu difficile. Donc, il a joué un très, très bon rôle, un bon lien et un modérateur aussi occasionnellement. Évidemment, les personnes attendaient puisqu'il y avait 2 groupes de bâtiments qui devaient être démolis. Les retards font que les bailleurs, du coup, investissaient moins dans l'entretien et ou peut-être simplement, absence d'attention sur ces logements qui étaient destinés à la destruction. Les habitants eux-mêmes se projetaient dans d'autres projets, donc d'habitation, le projet de vie. Ce qui fait, ça a créé un environnement plutôt défavorable. Et ça s'amplifiait. On a constaté donc des pots d'ordures, des cages d'escalier moins en moins nettoyées. Alors nous avons donc ensemble décidé à intervenir. Un de nos membres habite dans ce quartier. Il a rencontré donc les habitants. Et là, on avons donc sollicitation du Conseil citoyen. Donc nous avons vu avec le délégué du préfet, solliciter des entretiens avec les nouveaux élus. Ensuite, là, il a fallu faire une prise de contact, se remettre d'accord sur les champs d'action. Heureusement, nous, Conseil citoyen, nous avons un peu quand même été ébranlés, fragilisés par la situation, confinement et les élections, une nouvelle équipe municipale en face de nous. Notre charte, en fait, de conduite, notre règlement intérieur qui a été mis en place, a permis donc de maintenir une certaine stabilité. Nous y revenons à chaque fois qu'on était un peu comme ça fragilisé par la situation. Suite à cela, donc, le bailleur a constaté donc, le sérieux de notre organisation, nous a permis de participer donc, aux entretiens avec les habitants, à leurs réunions, et ça a accéléré en fait le délogement.
Nous avons priorisé avec eux, nous avons activement participé, donc les personnes âgées par exemple en premier, ensuite les personnes avec des jeunes enfants, donc accompagner ces habitants et puis revu quelquefois, nous nous sommes permis d'intervenir en fonction des nécessités, donc un effort supplémentaire, que ce soit matériel, donc pour ces déménagements, dans le cas des déménagements. C'est là où nous avons en fait également démontré notre crédibilité et puis l'aspect très opérationnel du Conseil citoyen, donc de la ville. Et ce qui fait aujourd'hui, nous avons une certaine régularité, une reconnaissance, une mobilisation vraiment parfaite de ce conseil citoyen. En fonction des opérations et des lieux, en fait, nous avons la possibilité de faire appel à différents habitants tel bâtiment ou tel quartier. Nous avons aussi des membres permanents et c'est ce groupe de membres permanents, en fait, qui est la base solide. Donc, encore pour une année. On renouvelle ça tous les 3 ans. C'est en tout cas dans notre règlement intérieur. Donc, comment nous procédons à chaque fois? Donc, réunion de travail, de groupe, autour de ce groupe permanent. Et depuis là, pour maintenir ce lien avec les habitants et entre les partenaires, nous avons décidé de mettre dans cette période transitoire une opération en place, puisque sur 80 personnes, il reste une dizaine en fait dans les logements. Les personnes négocient, bon voilà, hein, et on essaie d'être toujours le relais. Et puis surtout de surveiller que ça ne se dégrade pas, enfin qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire. Et nous avons mis et décidé de mettre ensemble une opération en lien avec les écoles, d'autres associations. Donc à chaque fois, on ne souhaite pas être isolé par rapport aux situations. On élargit comme ça. Donc la mobilisation des associations, elle est réelle. Le résultat aujourd'hui, donc l'obtention d'accords et du soutien d'un comité de pilotage dans lequel nous retrouvons le délégué du préfet, les représentants de la ville, des bailleurs sociaux, des habitants, nous-mêmes et des autres associations. Et les personnes invitées, ou peuvent intervenir sur demande. Nous avons en fait le mois dernier revu, par exemple, notre calendrier en permanence, hein, comme vous voyez. Il y a un va-et-vient entre nous et les habitants, un va-et-vient entre nous et les représentants de ce comité de pilotage. Donc, c'est là où ça nous demande le plus d'efforts, parce que facilement on peut être fragilisé, c'est-à-dire les remises en cause, pas les habitants eux-mêmes ou pas les partenaires du comité. Et là, jusqu'à ce jour, ça se tient. Alors, Mickaël, il faudrait conclure avec les quelques clés d'enseignement, les points clés des enseignements. Alors, ne pas faire l'économie ou l'impasse dans la circulation des informations pour obtenir le maximum d'implication. Donc là, régulièrement, heureusement, pendant le confinement, avec les réseaux sociaux, etc., on communiquait plus facilement, évidemment le téléphone, préparer objectivement avant toute réunion pour obtenir au moins un accord. C'est-à-dire, nous mettons des scénarios, en fait, des possibilités, et si là on nous dit non, qu'est-ce qu'on fait en conséquence? Voilà, organiser nos demandes. Et puis surtout, hein, ne pas être encore plus fragilisé par les influences, hein, c'est-à-dire par l'établissement, hein, j'ai signalé ça, et puis le temps aussi qui joue souvent contre nous. Donc voilà, il faut être conscient de ça. Et puis garder la foi dans des moments solidaires, puisque nous organisons des rencontres autour des discussions. Nous essayons de faire en sorte que l'ambiance reste là. La bonne ambiance. Merci et bravo. Alors, je relaye d'ailleurs le bravo de Jean-Louis Paulin de Fort-de-France qui dit bravo pour l'implication et la sincérité d'action du Conseil citoyen qui est dans le partenariat de confiance. Sinon, quels outils, actions à mettre en place pour s'émanciper des freins? Manque de représentativité du Conseil, diffusion de la bonne information auprès des habitants, projets concurrents ou clientélisme. Est-ce que cette question vous parle, Mickaël? Oui, bien sûr, totalement. C'est pour cela que nous avons, très rapidement mis en place un règlement intérieur, puisque, en fait,
déjà, nous avons fait en sorte l'ouverture maximum. Nous avons des entreprises, des associations et les habitants. Les intérêts sont déjà se frottent, où les intérêts de l'individu n'est pas forcément celui du conseil citoyen ou des associations. Oui, nous vivons ça tout le temps. C'est le règlement intérieur qui fait que nous nous éloignons le moins possible de l'objectif de départ. Très bien, merci beaucoup. Il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas été traitées, mais que je vois davantage pour l'échange de fin. Donc, je vous propose de passer au témoignage d'Angoulême avec Jean-Claude Carrère et François Filbert. Vous avez la parole. C'est bon, vos micros marchent. Voilà, à vous. Bonjour à toutes et tous. Nous allons témoigner sur une concertation plus particulière sur un bout de notre projet, mais avant d'y passer, je voulais donner tout le contexte. Voilà. Donc, notre quartier, voilà, il est sur Décry, 2500 habitants, 1000 logements. C'est le seul quartier en renouvellement urbain du Grand Angoulême et c'est le dernier. Il y en a déjà eu 3, mais c'est un quartier qui a été délaissé pendant 40 ans et donc dans lequel il y a de profondes frustrations. Et les enjeux, j'ai beaucoup entendu d'enjeux sur le logement, il y en a puisqu'il y aura des démolitions et une recherche de mixité sociale, mais le gros enjeu sont des enjeux d'aménagement et de services publics qui sont inexistants dans le quartier, mis à part les écoles avec un gros projet, toutes les écoles vont être restructurées dans un seul groupe scolaire. C'est un enjeu extrêmement important, plus de commerce, plus de services publics, et donc un quartier vraiment avec beaucoup de difficultés. Donc le Conseil citoyen a été créé au moment où le Grand Angoulême et la ville ont candidaté pour que ce quartier soit une PRU. Donc nous avons été aidés au départ par des techniciens de la ville pour créer le Conseil citoyen en 2017. Et nous étions à peu près une vingtaine, 25. Et notre premier travail, à part les diagnostics en marchant, on a commencé par là. Et ensuite, nous avons pris les questions à bras-le-corps en disant il faut absolument aller vers les habitants. Et donc, nous avons fait du porte-à-porte. Et nous avons démarché auprès de 200 familles. Sur quelle base? Eh bien, il y avait un pré-projet qui avait été rédigé et sur lequel nous voulions tester et sur lequel nous avions un certain nombre de désaccords. Mais avant de revenir dans le comité de pilotage, de revenir vers les responsables, nous voulions avoir la parole des habitants. Donc, on a noté toutes les remarques, enfin les propositions qui ont été faites par les habitants. Et nous les avons consignées dans un carnet de propositions ou de contre-propositions par rapport au projet. Mais c'était encore un pré-projet. Les enjeux apparaissaient avant que le quartier soit vraiment en opération de renouvellement urbain. Et donc déjà, on a soulevé un certain nombre de questions qui nous posaient problème. Et il est vrai qu'au départ, même si on était vraiment dans la proposition, dans des démarches positives, il y a eu quand même des dossiers conflictuels, en particulier sur l'école, qui était le gros projet. Et donc le conseil n'a pas voulu se constituer en association, il est adossé au centre social qui est l'association qui existe depuis longtemps et qui est à peu près le seul filet de solidarité dans ce quartier. Et tout à l'heure, Francis vous expliquera comment on a pu évoluer d'une situation pas que conflictuelle, mais d'aller vers quelque chose de plus positif et comment on a pu aussi avoir une animatrice adulte relais qui est signalée ici, mais ça a été une conquête, une lutte qu'on n'a pas eu tout de suite, il a fallu un certain temps. Et maintenant, le projet qu'on va vous présenter, l'exemple de concertation de façon plus complète qu'on va vous présenter est venu dans un deuxième temps, quand le projet
a été accepté par l'ANRU et que la convention devait être signée. Et il y avait un certain nombre de la ville et le Grand Angoulême avaient accepté de faire évoluer un certain nombre de propositions ou de prendre en compte un certain nombre de propositions. On a senti quand même que notre représentativité, même si elle est toujours relative, avait pesé. Bon. Je passe la place à Francis et la parole. Donc Francis, je reprends. Donc vous avez compris, on n'était pas les bienvenus autour de la table hein, dans cette opération de renouvellement urbain, notamment en 2017, 2018, même 2019. Et donc on râlait un peu, on disait mais vous nous oubliez, notre voix n'est pas entendue. Et l'arrivée d'une nouvelle préfète a déclenché un changement complet de fonctionnement. Suite notamment à un comité de pilotage où le Conseil citoyen a été, on va dire, humilié hein, par rapport aux questions qu'on pouvait poser. La préfète débarquant, et elle nous a reçus dans son bureau à 5. Et à partir de là, on a eu un appui très très fort de la préfète, qui est partie trop tôt malheureusement. Et notamment l'obtention d'un adulte relais pour épauler le Conseil citoyen. Donc dans cette période 2018-2019, c'était on va dire la mise sur rail du projet, donc comment on va travailler ensemble. Donc première chose, un guide de la participation, on a été étroitement associés. Bon, c'était beaucoup de la déontologie, comment on fonctionne ensemble, la lettre du renouvellement urbain, etc. Enfin, on va dire un code de bon comportement entre les acteurs. Ça serait intéressant de leur lire de temps en temps d'ailleurs. Mais c'était un bon signal envoyé, c'est-à-dire qu'on était associé à cette démarche. On a eu aussi un temps très fort, c'était la charte du relogement. Ça avait été bricolé entre les HLM, la DDT, l'agglo. Mais on n'avait pas du tout été associés. On a reçu ça bon pour tirage. On a levé le doigt auprès de la préfète en disant mais on n'a même pas été associés, on n'a participé à aucune réunion. Elle a organisé une réunion express avec tout ce monde et on a pu faire valoir toutes nos observations qui ont été reprises. Donc là, en 2019, on a senti le vent tourner. Nos propositions n'étaient pas, comme les intervenants précédents l'ont mis en évidence, pour déglinguer, pour critiquer, mais bien pour compléter, enrichir, poser les questions que se posent les habitants sur leur relogement. Et donc, ça a été un moment où, finalement, les acteurs se sont rapprochés. Ça a été un point très intéressant. Et sur la lancée, et ça va être la présentation de l'opération de co-construction, la diapo suivante, on est rentré donc sur une friche, un espace qui est devenu friche suite à la démolition d'une vieille école, mais qui était en cœur de quartier. On est rentré sur un travail on peut dire, de co-construction, c'est-à-dire que les rencontres se faisaient en mairie ou sur le terrain avec des comptes rendus très circonstanciés. Plusieurs personnes des services techniques de la ville et de l'agglo, des fois des élus. Et donc, on a avancé comme ça pendant 1 an et demi à élaborer le projet sur cet espace-là. Tout ce que je veux dire. Alors, si je veux souligner quand même, et Jean-Claude l'a évoqué, c'est que la question du logement, nous, on a de l'ordre de 200 logements démolis, ce n'est pas une grosse opération de démolition. Par contre, une grosse opération d'aménagement urbain. C'est-à-dire comment faire tourner correctement ce quartier sur lui-même et par rapport aux autres, avec les déplacements, la circulation, l'attractivité. Et donc, on interpelle à chaque fois les élus sur ces questions-là, en disant, bon, c'est pas de tout démolir, mais comment
comment on va fonctionner, se déplacer en bus, à pied, comment on peut avoir une trame verte structurante, et donc c'est des questions qui deviennent vite complexes parce qu'on parle d'une vision d'ensemble et de fonctionnement de quartier. Voilà, je laisse la parole à Jean-Claude pour les 30 secondes de fin. Non, pas 30, non. Oui, il faudrait conclure. Juste un petit retour sur la diapo d'avant, pas 10 secondes. Oui, donc sur la construction de cet espace, il y avait des options initiales de la ville, installer des jeux d'enfants. On est allé sur le lieu, nous, on était sur le fait, on voulait en faire un lieu de vie sociale pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, et en plus l'intégrer dans une future trame verte. De plus, il y a eu un problème, il a été marqué par un nom ancien qui posait problème, et il y a eu toute une discussion pour changer de nom de l'espace. Et finalement, nous avons fait plusieurs propositions. On est allé enquêter en porte-à-porte sur 5 noms proposés. Et finalement, après cette consultation, il y a eu un vote qui a été fait sous l'égide de la mairie, dans les écoles, dans la ville. Et le nom qui est sorti, c'est Églantine, qui va être le nom du bâtiment qui est à côté, qui va être détruit. Ça veut dire qu'Églantine s'en va, le béton s'en va, mais la vie reste. Voilà. Vous pouvez passer à la suivante. Et puis la dernière, c'est quel enseignement Je passe à Francis. Oui, oui. L'enseignement. Le temps est dépassé, il faut vraiment conclure. Oui, oui. Alors, je vais insister, je vous laisse lire la diapo, je vais insister quand même sur la difficulté de mobiliser les habitants et de les motiver dans le temps sur ce type de questions. Il faut tout le temps les relancer, hein, leur dire que leur avis compte, bien qu'ils disent on ne sert à rien, on est inutile, on ne comprend pas, machin. Donc il y a un rôle très important du Conseil citoyen de donner confiance et d'amener les personnes à s'exprimer. Pour conclure, lors de l'inauguration d'Églantine, on avait prévu que ce soit une femme du Conseil citoyen et un homme qui parlent. La dame a été tellement stressée, mais tellement qu'elle n'en a pas dormi et qu'elle n'a pas pu venir s'exprimer devant la préfète, devant les directeurs d'HLM, et on a dû reprendre la parole pour elle. Donc, comment on arrive à donner confiance et à faire que les habitants soient fiers de s'exprimer et de leur quartier. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner avec quelques minutes d'échange un peu transverse, parce qu'il y a une question qui s'est posée finalement pour plusieurs de vos témoignages, qui est la place de la préfète, en l'occurrence, pour ce dernier témoignage, mais ça rejoint aussi une question qui a été posée très tôt pour le premier ou deuxième témoignage, qui est: comment se fait-il qu'il soit nécessaire d'avoir le soutien d'un délégué du préfet pour que le conseil citoyen soit présent dans ces instances? Normalement, le conseil citoyen n'est-il pas invité d'office? Merci. Et ça, j'ai l'impression que ce sujet-là, de l'importance du rôle du préfet, est quelque chose qui mérite un court échange. Quelqu'un veut y répondre? J'ai vu une main se lever. Ah ben, je veux bien dire un mot. Oui, Jean Bouvier. Oui, enfin, non, mais parce que c'est partagé par plusieurs expériences. Je pense que les conseils citoyens ont besoin de partenaires qui sont soutenants. Ça ne va pas de soi, ça n'est pas acquis, ça n'est pas dans notre culture. S'il n'y a pas des institutions qui relaient, qui soutiennent, on n'y arrivera pas. Donc, il faut absolument, effectivement, c'est essentiel qu'on ait un délégué du préfet, une préfète. Ça peut être au sein de la municipalité aussi que les choses soient portées, ou chez le bailleur, mais ça ne va pas de soi. Il faut donc des soutiens. Je me permets juste un petit complément, si vous le permettez. Tout à l'heure, on disait que le conseil citoyen, c'est une interface entre les habitants et la collectivité. En fait, le délégué du préfet, c'est en fait une interface au sein d'un écosystème où il y a une très bonne connaissance à la fois des collectivités locales, une très bonne connaissance aussi de la politique publique de la ville, et puis des conseils citoyens, ce qui fait qu'il a vraiment un rôle en fait d'interface qui est important, que n'ont pas forcément les autres acteurs de l'écosystème. Donc c'est vraiment
l'expert de l'écosystème du territoire, d'où le rôle nécessaire et utile qu'il peut jouer dans ce fonctionnement local. Donc c'est aussi un rôle normal de sa fonction. Une question de Jean-Claude. Une question de Jean-Claude. Oui. Juste, je pense que, le thème d'interface, oui, mais nous ne sommes pas qu'une interface. Le Conseil citoyen représente des habitants. Nous avons notre autonomie. Et c'est vrai que quand on a rencontré la préfète, quand on a senti que participation citoyenne, c'était pas un affichage, c'était vraiment quelque chose d'important. Et souvent, la participation citoyenne, le mot à la mode aujourd'hui, c'est la co-construction. Alors c'est un mot magnifique, mais c'est trop souvent de l'affichage. Et la co-construction, ça demande vraiment un travail sérieux, suivi. Et là, on a senti que la préfète dit, mais c'est au cœur de nos démarches, c'est au cœur de la participation citoyenne au niveau national, au niveau local, et elle a été garante de cette démarche. Et pour nous, ça a été, comme l'a dit M. Bouvier, ça a été soutenant. Et je pense qu'aujourd'hui, le climat a changé. Nous ne sommes pas simplement une interface, nous sommes des interlocuteurs. Merci. Moi, j'ai une petite question avant d'en adresser une à Chantal Tallant, qui aura d'ailleurs le mot de la fin. C'est une question qui concerne le témoignage d'Annemasse, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose de pas complètement anodin pour ce projet-là, qui est la transformation, si j'ai bien compris, de cellules à rez-de-chaussée qui étaient des logements, donc qui étaient valorisés par le bailleur social, en commun de quartier. Locaux poussettes, locaux vélos, c'est quand même une transformation majeure. Est-ce que vous pouvez revenir juste un instant sur comment le bailleur a pris cette décision? Est-ce qu'il y a eu un élément de négociation? Est-ce qu'il y a eu éventuellement des éléments de chiffres, d'économie de projet qui ont été discutés? Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Alors, je pense qu'il y a eu des discussions, mais pas forcément avec le Conseil citoyen. Je pense que le délégué du préfet, le sous-préfet sont certainement intervenus. Nous avions fait cette proposition lorsque tous ces partenaires étaient présents. Et je pense qu'il y a eu peut-être pression sur les bailleurs. Je ne sais pas comment ils ont pris leur décision. Nous sommes restés sur cette idée. Après, ils nous auraient prouvé A plus B que c'était impossible. Voilà, on aurait peut-être abandonné l'idée, mais finalement, ça n'a pas tellement traîné. Ils disent oui. D'accord. Il y en a 4 pour le moment. Merci. Alors, Chantal, une question qui est posée sur qu'est-ce que la formation RU? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, je vous laisse la parole à la fois pour répondre à cette question et puis pour le mot de la fin. Je vous laisserai d'ailleurs appeler vous-même le résultat du sondage quand vous souhaiterez le commenter. D'accord, merci beaucoup. Donc, la formation de l'ANRU, en fait, il y a 2 formations. Il y a une formation acteur-habitant qui a été créée depuis 2011. Et puis, il y a cette fameuse formation Conseil citoyen qui a été créée en 2016 et qui est totalement soutenue par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Pour aller très, très vite, donc depuis 2011, il n'y avait pas encore une loi. En 2016, il y a une loi. Et l'école a toujours pensé, comme on le fait pour les professionnels, qu'il est tout à fait important que les habitants aient la connaissance de ce que c'est qu'un projet de renouvellement urbain dans toutes ses interfaces. C'est-à-dire que je parlais de langage tout à l'heure et c'est vrai que c'est un moyen aussi de de comprendre les mots qu'on utilise. Et la deuxième chose, c'était aussi pour mettre en valeur tout ce qu'on appelle communément le pouvoir d'agir des habitants, enfin le pouvoir de connaître leur quartier et d'avoir des avis parfois très innovants sur le quartier, des expériences, etc. Donc, pour aller à ces formations sont gratuites, bien évidemment, pour les habitants et les conseillers citoyens. Elles sont gratuites et on prend tout à charge, puisque que ce soit l'hébergement, ces formations durent sur plusieurs jours, ou que ce soit les transports, pour permettre vraiment à un large public d'habitants d'y participer. Donc,
Oui, pardon. Oui, on me fait signe que ça va bientôt couper. Il faut conclure. Ouais. Alors, pour conclure, merci encore à vous. Merci d'avoir permis cet atelier des GRU. Donc, on avait fait un slide. Alors, je ne sais pas ce que disent les gens par rapport au sondage. Dites-moi en quelques secondes. Est-ce que vous voyez les résultats qui s'affichent? Oui à 71,7% et non à 28,3%. Écoutez, j'en suis ravie. Donc, ça montre qu'on nous a dit que la participation, il fallait du temps. On voit que dans le nouveau projet du renouvellement urbain et que la participation étant soutenue fortement, en tout cas par l'ANRU, que la participation, ça avance. Et que la participation, c'est quelque chose de concret. Donc, moi, je retiens, et c'était vrai dans toutes les interventions, c'est comment les conseils citoyens sont engagés pour mobiliser au-delà d'eux. Comment ils travaillent aussi pour que leurs idées soient partagées par un plus grand nombre. On nous l'a rappelé, la vie est difficile dans ces quartiers. Je pense que cet engagement sur la participation rend la vie plus facile et permet de mieux vivre. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir et bonne continuation. Merci. Merci.